J'ai 32 ans, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Donc je dirige aujourd'hui une PME, un groupe de 70 collaborateurs qui est issu des Dîners d'Héloïse, société que j'ai cofondée avec une jeune femme chef en 2008, avec l'idée de faire la première marque de chef cuisinier à domicile. Nous avons eu une idée qui semblait assez basique, de structurer un marché extrêmement traditionnel, existant, qui est probablement un des plus vieux métiers de service à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les services à domicile, les grosses boîtes structurées sont les sociétés de service à la personne, on va dire plutôt service de confort, le ménage, la garde d'enfants, le bricolage et autres. Là, on est plutôt sur un service dit de... c'était sur les services d'aide, là on est plutôt sur un service de confort, plutôt haut de gamme, et c'était un secteur qui n'était pas du tout structuré. Donc on est arrivé comme la première société structurée sous forme de marque sur un marché d'indépendants. Sur ce marché, le premier marché sur lequel vous êtes lancé, toi tu ne connaissais pas le secteur d'activité? Non, pas du tout. Alors ce qui est assez intéressant, donc on va rentrer dans le vif de comment évaluer son marché. Moi je faisais du conseil en organisation sur le secteur bancaire. En gros je faisais des matrices pour dire ce projet on y va pas. J'en avais marre de faire des matrices pour d'autres. Donc je me suis dit que je voulais monter une boîte. J'ai fait la liste des secteurs d'activité que j'aimais bien. Il y avait le sport. J'ai pas trouvé immédiatement de business model rentable dans le rugby. Il y avait les bouquins. L'édition, ça me paraissait un peu bouché. Et puis il y avait la restauration. Et dans la restauration, pour vous donner mon degré de naïveté, je me suis dit, allez, je vais monter une boîte de cours d'ateliers culinaires. Puis j'ai tapé atelier culinaire sur internet. L'idée elle était venue 5 ans avant et entre temps on ne m'avait pas attendu. Donc je suis allé en page 2, en page 3, en page 4 de Google et puis je suis tombé sur des sites internet extrêmement mal faits avec des numéros de téléphone datant des années 80 pour la plupart, du début des années 2000 pour la plupart. Vraisemblablement pas d'interlocuteur au bout du fil, de chefs cuisiniers indépendants qui proposaient leurs services depuis un certain temps. Et en fait, il y en avait beaucoup. Il y en avait 20, 30, 40 qui ressortaient sur Google. Et le premier truc que je me suis dit, c'est s'il y a beaucoup d'offres, il doit y avoir un peu de demande. Donc j'en ai appelé 1, 2, 3, 4, 5, il n'y en a aucun qui a répondu. Enfin, le lendemain, ils m'ont rappelé, mais il n'y en avait aucun qui répondait tout de suite. Et en fait, la première qui m'a répondu, immédiatement d'ailleurs, est devenue mon associé. C'est quand même assez étonnant. Et l'offre que vous avez proposée au marché a répondu directement. Il y a eu une période de tâtonnement où très vite vous avez été capable d'identifier le bon marché sur cette activité-là de chef à domicile. Alors moi j'ai commencé par, non seulement j'étais naïf, mais en plus j'étais pas client. C'est-à-dire que souvent quand on monte une boîte, je pense qu'on peut avoir soit l'envie soit l'idée. Moi j'avais l'envie. L'idée je l'avais pas et pour cause je savais même pas ce que c'était en fait. J'étais pas dans le cœur de cible de la clientèle de chef à domicile. En revanche, ce que je savais faire, c'était apporter des compétences organisationnelles et apporter des compétences marketing. En gros, créer une structure et créer une marque. Donc je me suis positionné immédiatement en face d'une technicienne, le fameux profil ingénieur-manager, on va dire, sauf que moi c'était un profil chef-manager. On s'est immédiatement positionné sur ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire la haute gastronomie, et sur ce que moi je savais faire, c'est-à-dire du marketing, de l'organisation et du marketing. Donc on s'est tout de suite positionné comme une société de service, et oui, on a tout de suite trouvé notre marché, parce qu'en fait, je crois qu'on répondait au téléphone. Et en fait, pour tout vous dire, on a mis en ligne notre site le 20 avril et on a eu notre premier client le 1er mai. Donc ça, c'est la magie de Google, de l'AdWords et du référencement. C'est allé assez vite. Le service est allé assez vite. Et après, ce qu'il a fallu imposer sur le marché, c'est la différence. C'est-à-dire que l'entrée, elle est assez simple. Et puis après, on se retrouve face à des indépendants qui n'ont pas de charge de structure en face, donc qui peuvent réagir parfois de manière plus souple, on va dire, qui ne réfléchissent pas positionnement, qui ne réfléchissent pas développement, qui réfléchissent à savoir comment ils vont boucler leur mois, alors que nous, on réfléchissait à savoir comment on allait boucler notre année, parce qu'on avait levé un peu de fonds. Donc du coup, on fait un peu plus de conneries quand on a levé un peu plus de fonds, mais on se tient à un positionnement et on s'y tenait. Donc voilà.
tu n'as pas créé un marché, mais tu l'as structuré. Et je pense qu'on a structuré un marché, clairement. Aujourd'hui, on est la première marque de chef cuisinier à domicile. Je pense qu'à nous seuls, on représente l'équivalent de tout ce que font les autres indépendants en Ile-de-France, c'est-à-dire pas grand-chose. Ça reste un marché de niche. Il n'y a pas de tabou, on doit faire 1000 prestations par an à peu près, sur un ticket moyen à 750-800 €. Sur 8 à 10 personnes à table. En fait, c'est le cœur de notre activité, c'est de servir 10 personnes à table pour 70-75 € par personne, et on en fait 1000 par an. Donc si vous considérez que vous avez 40-45 chefs à domicile en Ile-de-France globalement qui bossent, et que chacun fait ses 50-60 prestations par semaine, ben on pèse l'équivalent du reste du marché. Alors, les dîners d'Héloïse, a priori, ça ne vous suffisait pas. Vous vous êtes dit en fait qu'il y a peut-être un autre marché qu'on peut aller appréhender, qu'a priori le marché de l'événementiel. Comment ça vous est venu? Pourquoi vous n'êtes pas dit on va s'arrêter là? A priori, les dîners d'Héloïse, c'est déjà intéressant. Est-ce qu'il y a un vrai lien entre les deux métiers et surtout l'histoire qui vous a mené à ça? Ça, c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est le deuxième truc. Tout à l'heure, je disais l'envie, l'idée. À un moment, après, il y a l'opportunité. C'est assez rare quand même que l'opportunité tombe tout de suite. Par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que quand vous entreprenez et que vous êtes entrepreneur, il y a en fait 10 opportunités par jour, ou par mois, mais en tout cas c'est déjà beaucoup. Et un des facteurs clés de succès, c'est de savoir trouver les bonnes et éliminer les mauvaises. Nous, au bout d'un an, on a rencontré quelqu'un qui est venu à notre rencontre, d'ailleurs je crois dans un réseau d'entrepreneurs. Oui, je l'ai rencontré sur BFM Academy. Il avait monté un gros traiteur qui faisait 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. À un moment, moi j'en faisais 100 000. Je ne savais même pas ce que c'était 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, ça me paraissait juste hallucinant pour une PME. Et un jour, il est venu au bureau, et notre bureau était dans un labo, et il nous a dit bah, vous avez un chef, un manager, moi je suis un super commercial. Le traiteur où je suis, j'en ai marre parce qu'il ne cuisine pas. Vous savez cuisiner, est-ce que ça vous dit de monter un traiteur? Et alors nous, on passait notre temps à dire qu'on n'était pas traiteur. Le concept des chefs cuisiniers à domicile, c'est le restaurant à la maison. C'est-à-dire qu'on apporte un chef qui assure le service à table, qui cuisine sur place. C'est le contraire d'un traiteur. Il apporte un service à domicile. Et alors on s'est dit, on existe depuis 1 an, tout le monde nous a dit, le premier truc qu'on nous a dit c'est vous allez vous planter parce que tout le monde s'est toujours planté sur ce marché-là. Et le deuxième truc c'est bah, vous allez finir traiteur. Donc on s'est dit que c'était un peu gros quand même de finir traiteur. On a refusé, donc on a refusé cette première belle opportunité qui se présentait à nous. Et 2 mois après, Grégory est revenu et il nous a dit je vous propose de transformer un garage de 800 mètres carrés en plein cœur du Palais Royal en salle de réception éco-responsable. Bon, super. Il nous dit moi je l'ai déjà fait 3 fois. Déjà il est un peu plus crédible et on s'est lancé dans des travaux pour transformer une salle avec laquelle on s'est retrouvé 1 an plus tard à se dire bon c'est quand même dommage d'avoir une superbe salle dans laquelle viennent des grandes marques internationales pour organiser nos événements, leurs événements, on sait faire à manger et là on s'est dit c'est quand même dommage de ne pas monter un traiteur. Et là du coup 3e marché que tu appréhendes, le marché du traiteur qu'a priori tu voulais refuser justement. Comment tu as fait, et puis autre question aussi derrière ça, comment tu as fait pour identifier chacune de tes offres et que jamais un chef à domicile puisse être accusé de traiteur à domicile En fait, les dîners d'Héloïse, nous on considère qu'on a innové. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé un service, on a structuré un service et dans l'approche organisationnelle et dans l'approche de marque, on a apporté une vraie innovation. Palais Royal, qui est aujourd'hui un traiteur qui commence à trouver sa voie sur un marché parisien qui est extrêmement perturbé, on n'a rien innové du tout, on s'est juste mis en position de force en ayant une salle que tout le monde voulait et en disant bah, si vous voulez la salle, il va falloir nous prendre avec. Pour imposer ce choix, il fallait, dans la mesure où on n'innovait pas, il fallait être bon. Et donc il fallait avoir la garantie d'être bon et surtout il fallait la garantie de ne pas perdre l'ADN start-up gastronomique qu'on avait créé avec les dîners d'Héloïse, donc il fallait séparer. On a fait une super rencontre, on a le second de cuisine du plus grand traiteur français qui s'emmerdait au pavillon d'Armenonville chez Potel et Chabot et qui nous a dit moi le dîner du CRIF et l'anniversaire d'un émir à Dubaï, je commence à en avoir marre, j'ai envie de remettre les mains dans le charbon et j'ai envie de moi aussi d'entreprendre. Donc en clair, on a fait venir une grosse pointure qui est venue tout seul faire des pièces cocktails chez nous pendant 6 mois
et qui petit à petit a construit sa brigade dans un nouvel acteur ambitieux sur un marché perturbé. Et pour revenir au sujet, je pense qu'on a là un exemple type de comment bien aborder son marché. Sur les dîners d'Héloïse, le risque était à la limite faible parce que les investissements étaient faibles et parce qu'on est une start-up. On est une start-up, donc on bénéficie d'un capital sympathie énorme. Tout le monde veut vous aider quand vous êtes une start-up. Un tel connaît un tel qui connaît un tel. Alors ça, il faut vraiment tirer les fils jusqu'au bout et surtout pas refuser l'aide des gens. Donc il faut beaucoup parler de vos idées, etc. Quand vous vous attaquez au marché des traiteurs et que vous dites que vous voulez rentrer dans les 5 acteurs français à un horizon de 5 ans, là vous commencez à vous faire des ennemis. Sur un marché qui est en récession, sur lequel tout le monde tire sur les prix. Et là, ce qu'il faut, c'est aborder le marché avec beaucoup de réalisme. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait... qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on allait proposer une offre événementielle juste en goût et juste en prix, en période de crise, donc ça a plutôt bien porté. Et aujourd'hui, Palais Royal, c'est plutôt bien développé. Comment tu as unifié l'ensemble de tes offres aujourd'hui et finalement sur quel marché tu te positionnes? Est-ce que tu es encore sur un marché ou est-ce que tu es sur 3 activités? Comment tu rends cohérent tout ça? On est revenu à nos anciennes amours de la restauration en développant, grâce à la marque des dîners d'Héloïse, une présence de restauration sur site. C'est-à-dire qu'on a mis des chefs à des endroits, on a mis des chefs dans des sièges d'entreprise, on a mis des chefs dans des salles à manger de direction. On vient de mettre 22 chefs au Racing Club de France d'A3 Catlan en reprenant la concession. Donc aujourd'hui, on a unifié tout ça dans 4 métiers. Les chefs à domicile, la restauration assise, de qualité, on va dire, bon, on n'invente rien, le traiteur et l'exploitation de salles de réception. C'est un groupe qui s'appelle Antilope, qui a 70 collaborateurs et qui se positionne sur le marché de la réception. Donc nous on fait à manger et on permet aux gens de recevoir toujours autour d'une solution alimentaire, on va dire. Donc on est un acteur de la restauration mais surtout de la réception. A priori la trilogie est terminée ou il y a un nouveau marché à identifier sur lequel a priori le groupe Antilope va se positionner? Non, aucun. Aujourd'hui on est dans la période où on a atteint une taille critique en face de laquelle il faut mettre en face une rentabilité. En clair, on s'est développé vachement vite sur 4 business différents, normalement complémentaires, avec normalement du cross-business. Mais ça nécessite beaucoup de travail pour le mettre en œuvre. Donc maintenant non, on a un positionnement cohérent. En gros, on sait fournir chez nous ou ailleurs des solutions de restauration de qualité. Tu t'imaginais il y a 5 ans en montant juste les dîners d'Héloïse, finalement te positionner en étant un acteur aussi global? Comment tu étais capable de saisir les opportunités? Un conseil très pratique que tu peux apporter aux gens que tu as en face de toi sur justement cette identification d'un marché, cette capacité à s'y positionner et de devenir innovant sur ces marchés qui existaient déjà à l'origine. Tout à l'heure, je disais les dîners d'Héloïse, c'est pas si gros que ça. Ça fait donc 800 000 € de chiffre d'affaires et ça perd de l'argent. On n'a jamais gagné de l'argent sur les dîners d'Héloïse. Bon, on n'a jamais perdu beaucoup, hein, on équilibre. Moi, je me demande ce que seraient les dîners d'Héloïse si on n'avait pas fait le reste. C'est toujours je pense qu'il y a un moment donné, il y a un choix à faire. La plupart des entrepreneurs font le choix de pousser jusqu'au bout une idée ou alors de l'abandonner et d'en tirer une autre. Nous, on a fait un 3e choix qui est celui de dire on garde notre activité, notre cœur d'activité qui fait notre ADN. Et notamment, je pense qu'on a fait ce choix-là parce qu'on bénéficiait d'une assez bonne notoriété sur ce secteur avec les dîners d'Héloïse. Donc on s'est dit, bon allez, on va le garder, ça ne nous coûte pas beaucoup d'efforts et on l'a un peu laissé tomber en 2011 où on n'a pas fait de croissance par rapport à 2010, où on a développé le reste. Moi je pense que notre trajectoire à nous est un peu atypique, hein, au bout de 5 ans d'avoir un groupe multimétier. Si c'était à refaire, je me pose la question de savoir vraiment ce que serait la boîte si on avait donné tous les moyens, ce qu'elle soit sur son cœur de métier. En tout cas, le conseil entre guillemets, hein, c'est ce coup de saisir l'opportunité et surtout d'éliminer les mauvaises. Moi j'ai la chance d'avoir à côté de nous, on est un trio d'entrepreneurs. Donc celui qui nous a apporté la partie traiteur, c'est une boîte à idées. On a la chance d'avoir une boîte à idées.
qui en sort 9 mauvaises par jour. Et une bonne par mois. Donc il faut juste la trouver. Je pense qu'un des jobs qui est le nôtre, c'est d'arriver à... Enfin, moi en tout cas avec un profil de manager, donc pas un profil de... Je ne sais pas faire quelque chose en particulier, on sait gérer, c'est d'arriver à trouver une bonne idée, à la formaliser et à la mettre en marché. Juste avant toi, l'interlocuteur qui est intervenu disait qu'il fallait plutôt se concentrer sur une seule boîte et essayer de la pousser pendant 5 ans. A priori, tu as réussi à pousser 3 idées, peut-être parce que vous étiez associé, mais comment tu as pu toi aussi, à titre personnel, en tant qu'entrepreneur, structurer cette démarche? En bossant 70 heures par semaine. Il n'y a pas de secret déjà. Ça c'est la première chose. En m'appuyant, le fait d'être associé c'est fondamental. Moi je le répète tout le temps, ma plus grande satisfaction d'entrepreneur c'est mes associés. Et c'est dur parce que je passe plus de temps avec mes associés qu'avec ma compagne, mais en même temps les temps que je passe avec mes associés sont... C'est dur, mais aussi fort et aussi enrichissant que ce que je passe à la maison. Et c'est vrai. Enfin, malgré tout, je pense qu'elle n'aimerait pas l'entendre, mais c'est vrai. Il y a ça. Et puis il y a le deuxième point où nous, on n'aurait jamais pu développer 4 entités distinctes sur 4 métiers distincts, ne serait-ce que la gestion administrative de 4 boîtes différentes, c'est un peu complexe. Si on n'avait pas eu d'entrée, on a fait ce choix qui nous a du coup coûté en termes de charge de structure d'avoir des vrais managers. Aujourd'hui, on est une boîte de 70 collaborateurs avec 15 managers. Ce qui est beaucoup. Hein. Beaucoup. On a un DAF, on a une RRH, on a 2 chefs de production, on a une responsable comptable, une directrice marketing. Enfin, c'est beaucoup. Et ces managers, on les a, ils ont tous des BSA. Donc ils sont tous putativement actionnaires de l'entreprise, qu'ils ont acheté d'ailleurs, donc ils ont tous souscrit au projet à un moment. J'ai aucun manager qui a démissionné de la boîte sur ces 4 dernières années. Il y a des gens qui sont avec toi depuis le début, sur les dîners d'Héloïse, en dehors de tes associés. C'est vraiment cette logique capitalistique de les intéresser au capital qui les a fait rester, qui les a motivés. Disons que ça serait juste pas possible s'ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que moi je suis... Enfin, nous, on est obsédés par l'idée que la boîte puisse tourner sans nous et en tout cas qu'elle ne dépende pas, enfin vitalement, qu'elle ne dépende pas de nous. J'ai plein d'exemples dans mon entourage d'entrepreneurs de ouf qui sont notamment des bons copains, avec qui c'est dur de le dire, mais ils vendent et derrière ça déploie pas. Parce que c'est des machines à penser, à formaliser, à vendre. Et derrière, les gens qui bossent pour eux ou qui bossent avec eux n'ont pas ni le niveau de compétence ni le niveau d'implication. Et ça, je crois que dans une start-up, là où on est capable de gagner des marchés par rapport à des grosses boîtes, nous cette année on a gagné un marché en face d'Elior et on a gagné un marché en face de Sodexo. Donc on vient de remporter la concession du Lagardère Paris Racing. Je crois que c'est 100, enfin on va savoir, mais c'est 120 000 couverts par an, c'est 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, on l'a gagné face à Sodexo. Et on l'aurait, enfin juste si c'était moi qui étais allé la fleur au fusil en disant on va gagner, et si autour de nous il n'y avait pas eu une structure avec des gens dont on sent que derrière ils sont capables de déployer, d'une on l'aurait pas gagné, et de deux peut-être éventuellement qu'on l'aurait gagné, mais là on serait en plein drame. Donc ça c'est un des trucs, c'est vraiment à un moment donné il y a, et je crois, je sais pas, enfin parmi vous combien il y a d'entrepreneurs, je crois qu'il y a une étape qui est terrible, c'est l'étape du premier salarié qui est dur à passer vraiment. Il y a encore là le premier salarié des dîners d'Héloïse. Il travaille encore avec nous, c'est un chef cuisinier, il est plus salarié aujourd'hui mais il travaille encore avec nous. Et pas plus tard qu'hier il était encore en cuisine. Pourquoi c'est difficile cette première étape du premier salarié? Parce que c'est difficile de dire qu'on va donner à quelqu'un, en l'occurrence moi c'était un cuisinier de 20 ans, qu'on va payer quelqu'un plus que ce qu'on se paye tous les deux réunis, et la moitié de ce qu'on va possiblement faire en chiffre d'affaires d'ici la fin du mois. C'est un peu complexe. C'est plus facile quand on a effectivement levé un peu de fonds. Et encore une fois, on n'a pas non plus levé, enfin voilà, on a levé 100 000 euros pour démarrer. C'est pas, le droit à l'erreur, il était minime, hein, parce que bon,
Une fois qu'on a fait le site internet, imprimé des plaquettes, payé nos premières campagnes Google et qu'on a le premier appel de charge de l'URSSAF, les 100 000 €, ils sont plus là, quoi. Il y a vraiment cette dimension valorisation, enfin la dimension humaine qui a été vachement importante dans toute l'histoire. Et deuxième sujet, cette partie exécution qui s'appuie justement sur cette capacité humaine que tu as emmenée avec toi, que vous avez emmenée avec vous dès le début. Nous, c'est la clé. On est dans un métier de gens, d'hommes, de femmes, de techniciens. On est dans un métier manuel, de service, sur lequel je persiste à dire et je me bagarre sur le fait qu'il y a au moins autant d'innovation dans les activités de service, y compris traditionnelles, que dans les activités technologiques. Et on a bien tort de réserver 99,99% des aides à l'innovation au secteur technologique, parce qu'on a des viviers d'emploi qui sont juste colossaux. Bon, on ne va pas faire politique ici, mais on a des viviers d'emploi qui sont colossaux dans les secteurs des services, et on sait faire de l'innovation dans les services. Donc oui, la dimension humaine est fondamentale. Savoir prendre le risque de déléguer, de former, de transmettre, et à un moment donné de dire bon allez, le type qui est là, Alexis Revida, notre chef de production, il est très sincèrement aussi important que nous, entrepreneurs, dans la structure.